Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bonjour à tous. Bonjour. Bonjour. Eh ben, bienvenue pour troisième épisode du Retour des RH. Aujourd'hui sur le thème s'aimer comme on travaille, donc un thème un petit peu particulier. Bienvenue, n'hésitez pas à vous présenter sur le chat, à nous faire un petit coucou, nous dire d'où vous nous suivez. Voilà, ça fait plaisir et puis on est là pour répondre à vos questions pendant toute cette conférence. Conférence qu'on a sous-titrée Conseil de Love Coach pour fidéliser vos salariés. Alors, on n'a pas que des Love Coach aujourd'hui avec nous, mais on en a notamment une. Enfin, je ne sais pas si elle acceptera ce terme-là. Charline, bonjour. Bonjour. Je suis sexothérapeute, donc je suis praticienne en sexothérapie et j'accompagne de nombreux couples effectivement dans leurs relations. Alors voilà, est-ce que c'est love coach? Mais voilà, c'est une partie de mon travail. Et sinon, je suis formatrice en santé sexuelle, enseignante notamment à la Sorbonne dans le DU de santé sexuelle et intervenante dans les collèges, les lycées, les grandes écoles pour aider les personnes à démarrer la vie sur des bons rails et notamment construire des relations affectives saines. Super. Et aussi donc créatrice du compte et animatrice du compte Orgasme et moi sur Instagram, voilà, qui est un compte très suivi. Donc merci d'être là pour nous donner ton regard. On accueille également Charlotte Faubert qui est fondatrice, voilà, dirigeante de, comment on dirait, de PlotFox. C'est ça, très bien dit. Voilà. Dirigeante de PlotFox, oui, c'est ça. Qui est une agence de conseil en communication RH. Oui, c'est ça. On utilise la communication comme levier en fait pour répondre à des enjeux RH, que ce soit sur du recrutement, de l'accueil, la fidélisation et l'engagement de collaborateurs. Super. Voilà. On a également Charlène qui va nous parler de tout ce qui est marque employeuse aussi chez Swile. Exactement, enchantée. Donc moi je suis en charge du produit, surtout de la partie justement qui permet aux collaborateurs de partager leur feedback et d'interagir entre eux. Donc c'est des sujets qui me tiennent particulièrement à cœur. Super. Et Alexandre Jost également, fondateur, directeur général de la fabrique Spinoza, si tu veux nous en dire un mot. Oui, bien sûr. Nous, on hésite entre se présenter historiquement comme le labo d'idées, le think tank du bonheur citoyen. Et les jours où on est le plus inspiré, on s'autorise à dire qu'on est le mouvement du bonheur citoyen. Et notre job, c'est de replacer le bonheur au cœur de la société via des études, en accompagnant les organisations et sur les territoires avec nos passeurs du bonheur qui sont notre cœur vibrant. Voilà. C'est un super programme, un très beau réseau, à suivre. Et puis, on a également Barbara qui est de chez nous. Bonjour à tous. Et Barbara, tu seras là pour nous aider sur le chat, se faire remonter les questions, donc voilà, pendant toute la conférence. Exactement. N'hésitez pas à envoyer vos commentaires, vos questions sur le chat. Je suis là juste derrière pour répondre à vos questions. Eh bien, je vous propose qu'on démarre. On a fait une petite présentation de chacun. On a un programme un petit peu assez chargé finalement parce qu'il y a pas mal de choses à dire sur ce sujet qu'on a commencé à préparer cette thématique. En quelques mots, on va se poser la question parce que quand même on sort de 2 ans assez compliqués. Est-ce qu'en 2022, on peut être encore intime au travail? C'est la première question que je vais poser à nos invités. Ensuite, on essaiera de voir finalement, entre l'amour et le travail, est-ce que c'est deux notions qui sont aux antipodes ou est-ce qu'il y a peut-être des rapprochements qu'on peut faire et qu'est-ce que ça peut nous apprendre en termes de ressources humaines et d'accueil des salariés dans l'entreprise. Puis, on passera en revue ensemble les différentes, on veut dire, étapes d'une relation amoureuse de travail entre les débuts, passer les crises, tenir sur la longueur, comment s'y prendre. Et voilà, on parlera notamment de comment on fidélise et comment on engage les collaborateurs sur la durée. Et on débattra également sur la fin des nouveaux langages de l'amour et de ce que ça signifie, notamment pour les jeunes générations au travail. Est-ce qu'il y a des choses qu'on peut en tirer en termes de fidélisation fidélisation de ces personnes? Voilà le programme, un beau programme pour cette conférence. Je propose qu'on démarre dès maintenant sur cette première question. Du coup, est-ce qu'en 2022, on peut être encore intime au travail?
Qu'est-ce que tu en penses, Charlotte? Merci de me donner la parole sur cette première question. Alors, pour moi, oui, c'est certain qu'on peut être intime. Alors bon, c'est un grand mot, mais je crois vraiment qu'il faut réengager les personnes sur une expérience physique, en tout cas du travail, encourager la rencontre avec des collègues. C'est encore difficile et c'est encore dans beaucoup d'entreprises, voilà, on est encore sur un re-onboarding, un retour au travail, retrouver un rythme, etc., retrouver des rituels. Donc c'est vrai que c'est une période un peu compliquée mais challengeante et intéressante pour tout ce qui est le futur du travail finalement. En tout cas, ce qu'on constate nous auprès de nos clients qu'on accompagne justement sur ces sujets, c'est qu'il y a quand même une envie assez forte d'une grande majorité des collaborateurs de revenir ou de retrouver à une juste mesure un lieu et une expérience physique de leur travail. Il y a 1000 raisons qui peuvent être invoquées pour ça, mais en tout cas, il y a une étude que je trouve très intéressante qui est sortie récemment d'une collaboration entre l'IFOP et Workplace. Alors, l'échantillon est à préciser, c'est sur des personnes de moins de 35 ans qui sont franciliens, donc entre Paris et la petite couronne. Mais à la question, pour moi, aller au bureau est avant tout important pour, ils répondent à 49% pour la vie sociale avec mes collègues. Donc, ça prouve bien, je crois, c'est un bon chiffre pour démarrer cette conversation, en tout cas, que sur une certaine catégorie de personnes, je ne dis pas que ça concerne tout le monde, mais il y a une attente quand même de retrouver ce que tu peux appeler une intimité, en tout cas une relation avec son lieu de travail, ses collègues, parce que c'est aussi ça qu'on vend aujourd'hui en tant qu'entreprise, c'est une expérience et c'est parfois difficile de la faire vivre que à travers un écran. C'est pas impossible, mais c'est en tout cas quelque chose qui est attendu d'une certaine catégorie de personnes. Voilà. Ok, merci. Est-ce qu'il y avait un autre Oui, je sais qu'il y a également cette. Peut-être que tu voulais commenter également ça, voilà. Charlotte? Oui. Ah, pardon. Oui, effectivement. Et c'est vrai qu'il y a une deuxième partie de l'étude, une question qui est aussi très intéressante sur je considère que mes collègues sont aussi mes amis. 67% de personnes de moins de 35 ans répondent que oui. Mais après, on voit que 35-50 ans, il y a aussi 48%, c'est quand même un beau chiffre. Donc oui, sur les jeunes générations, effectivement, si on parle de recrutement et d'engagement des personnes de moins de 35 ans, il y a clairement une attente au niveau de la création de liens en entreprise. Aujourd'hui, c'est aussi un lieu de rencontre d'amis. Voilà, c'est un lieu où on peut tisser des belles relations. Donc oui, clairement, il ne faut pas sous-estimer, je pense, cet espace comme un espace de rencontre et de création d'intimité. Est-ce que, Alexandre, tu partages le même point de vue? Tu as le même ressenti sur ce… Oui, et d'autant plus après 2 ans de pandémie, je pense vraiment… tu m'entends pas? Si, je t'entends bien, oui, je t'écoute. Tu dois te la tête. Oui, après ces 2 ans de pandémie, je pense qu'on est à un moment où on a besoin de prendre soin de notre corps. Et le corps, c'est quand même la base, le préambule, l'essentiel de l'intimité. Notre corps, il a été malmené pendant 2 ans par le Covid, par les soins qu'on a reportés. Le télétravail aussi. On a quand même 54% des Français qui télétravaillent, qui souffrent de douleurs lombaires. Ils disent qu'ils sont 2 tiers à se lever de leur chaise uniquement pour aller aux toilettes. Donc, c'est quand même dramatique. Et je pense que l'enjeu, c'est de retrouver de l'intimité en bougeant notre corps, en prenant soin de lui. Et que le grand travail des entreprises, eh bien, c'est d'avoir des espaces qui donnent envie. Et moi, il y a un chiffre qui m'a marqué, c'est chez Leesman, qui sont des grands statisticiens du bureau. Ils disent que 90% des collaborateurs qui bossent dans des entreprises où les bureaux sont pas très attrayants n'ont pas envie et ne reviennent pas au travail. Et inversement, 90% des collègues qui ont des bureaux attrayants disent avoir envie de revenir. Et pour moi, je termine là-dessus, ça fait écho à une étude qu'on a faite il y a quelques années qui s'appelle Nouveaux espaces de travail et expérience collaborateur et qui donne les clés sur comment on peut faire en sorte que l'espace soit un lieu de convivialité, de sérendipité, d'amour pour créer du lien et vivre une aventure folle dans tous les sens du terme.
Merci Alexandre. N'hésite pas à nous envoyer le lien de cette étude, si tu veux, par la suite dans le chat. Et alors, est-ce que Charlène, est-ce que chez Swile, justement, vous avez réussi à réinvestir les bureaux et à recréer du lien? Alors complètement, et ça me permet de rebondir vraiment sur ce que disaient Charlotte et Alexandre. En fait, l'enjeu aujourd'hui maintenant, c'est de recréer une dynamique pour redonner envie d'aller au bureau, parce qu'on a effectivement été un petit peu maltraité sur le télétravail imposé, etc. pendant 2 ans, et qu'il faut retrouver une sorte de dynamique positive pour retrouver le lien physique. Et pour moi, du coup, ça passe par les bureaux. En eux-mêmes, comme le disait Alexandre, nous, la façon dont ça a été, dont les bureaux ont été pensés, ils ont été pensés pour maximiser le nombre d'espaces de rencontres. On a 2 étages entiers qui sont dédiés uniquement à la rencontre, autour de canapés, autour de tables, autour de machines à café qu'on ne met pas à tous les étages, justement pour favoriser ces rencontres. Ça passe aussi par l'exemplarité, je pense, des équipes RH et des managers, parce que donner envie d'aller au bureau, c'est aussi montrer qu'il s'y passe des choses, c'est aussi montrer qu'il y a du monde aussi qui s'y rend, et donc voilà, recréer cette dynamique par l'exemplarité. Et je dirais la dernière chose, c'est en fait de trouver aussi le bon équilibre. Il y a eu une conférence il y a 2 jours, je crois, sur le travail hybride. C'est trouver vraiment le bon équilibre entre digital et physique, parce qu'on a beau essayer de recréer une dynamique positive pour revenir au bureau, ça sera jamais, je pense, la même chose que ce qu'il y avait avant la pandémie. On va avoir de plus en plus d'interactions aussi par le digital. Donc ça passe par des outils, par des rituels qui permettent d'alterner entre physique et digital. Oui, parce que c'est pas si simple finalement de retrouver une intimité avec ses collègues quand on a été un peu éloigné pendant un certain temps. Je sais pas ce que tu en penses, Charline. Merci, c'était hyper intéressant. J'ai bu toutes vos paroles et j'ai vraiment envie de rebondir sur ce que vous avez dit tous les trois. Tu parlais notamment d'équilibre, Charlène. Et en fait, il y a des personnes qui se sont retrouvées pendant la pandémie en télétravail en ayant parfois un meilleur équilibre. Du coup, chez eux. Et la question à se poser, c'est effectivement, on s'est demandé pourquoi ces personnes se sentaient peut-être dans un espace plus safe à la maison, en télétravail, que sur les lieux, que dans les bureaux. Et je pense que ce qui est aussi important, c'est cette capacité à créer des espaces safe, que ce soit chez soi ou dans les bureaux, et peut-être aussi de s'adapter aux différences individuelles, interpersonnelles. Il y a quand même des personnes qui ont aussi découvert peut-être une forme de neuroatypie, une manière différente de travailler et de communiquer, et aussi d'être assez flexible dans cette capacité à s'adapter et créer des espaces safe pour toutes les personnes avec leurs différences. Donc sans doute des espaces de rencontre, mais peut-être aussi des espaces où, par exemple, il y a moins de bruit pour les personnes qui étaient beaucoup plus à l'aise dans des pièces silencieuses ou à l'écart. Et bon, on sait qu'au moment de se poser la question, c'est vrai que tu parles d'espace safe, sécurisé, c'est quelque chose. On parle aussi de relations qui sont safe. Au moment de se poser la question de se rapprocher l'amour et le travail dans cette conférence, je me suis dit est-ce que quels sont les liens entre les deux? Est-ce que on n'ose pas trop non, ça trop, mais il y a un truc le terme amour quand on parle de boulot? Je sais pas, Alexandre, est-ce que amour, bonheur, il y a quand même des liens aussi entre ces deux notions. Est-ce que pourquoi on parle de bonheur au travail, on parle pas d'amour au travail? En fait, ces termes, ils apparaissent doucement. On les a vus sur des t-shirts dans les années 80, dans le monde anglo-saxon, avec des gens qui écrivaient Don't Manage Love. On les a revus chez des précurseurs comme Sébastien Henry, qui a écrit Quand les décideurs s'inspirent des moines, où son éditeur lui a demandé d'enlever le mot amour dans son livre de management et il l'a laissé. C'était il y a 15 ans. Et puis, ça a fait son chemin. Et pour moi, ce qui donne du crédit à ça, c'est que ce mot, on commence à le retrouver, y compris dans des lieux inattendus comme la marine nationale, et l'ancien DRH de cette belle institution, c'est l'amiral Olivier Lajousse. Lui, il parle de management par l'amour.
quand il était capitaine de frégate, il disait j'aimais mes hommes et mes femmes, mais il y avait plus d'hommes, de soldats hommes à l'époque dans le Golfe, parce que c'était le seul moyen de vivre l'aventure commune que nous avions à mener ensemble. Et je pense que l'amour doit être entendu comme un terme large qui est une attention à l'autre, et que c'est l'amour décliné sous toutes ses formes, mais y compris l'amitié, la convivialité ou simplement la reconnaissance de l'existence de l'autre. Et pour terminer sur la pertinence du parallèle, quand même se dire que d'après les études, la première source de bonheur, d'épanouissement dans une vie et au travail également, ce sont les êtres humains, les autres, et qui sont aussi, à l'inverse, pareil, études à l'appui, je cite le MEDEF, la première source de souffrance. Et donc, on voit bien que le parallèle fait du sens, puisqu'il y a une capacité infinie à générer du bien pour l'autre et inversement aussi de la toxicité. Donc, pour moi, c'est un paradigme qui est inspirant et c'est un acmé à viser, aimer comme prendre soin de l'autre et se préoccuper autant de l'autre que de soi-même au travail. Qu'est-ce que ça t'évoque, toi, Charlotte, ce parallèle entre amour et travail? Je suis assez d'accord avec ce que dit Alexandre, dans le sens où je pense qu'on voit une évolution des mœurs, notamment dans le management, qui devient quand même de plus en plus bienveillant, qui nourrit une volonté de réciprocité, voilà. Donc ça, c'est très important. Je mets une alerte sur le fait que je ne pense que c'est pas vrai partout du tout encore, que c'est certaines typologies d'entreprises, et que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vous diront pas qu'ils ressentent de l'amour par rapport à leur travail ou à leur entreprise, mais c'est une bonne direction à donner. Et c'est pour moi ce qui fait partie des chantiers du futur du travail, c'est effectivement de se dire que il faudrait y arriver. Aujourd'hui, ce que je perçois plus dans le quotidien des entreprises qu'on accompagne, c'est qu'effectivement il y a une volonté, en tout cas, de s'alimenter dans les deux sens, comme dans une relation amoureuse, de se dire voilà, il faut que moi j'apporte des compétences, mais j'attends aussi du coup d'être nourri dans le sens inverse. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est qu'il y a plus un rapport d'échange, je trouve, en tout cas, une vision du travail comme une danse qui se danse ensemble. Et ça se traduit aussi par tout ce qui est fait sur la marque employeur, le travail qui est fait sur l'engagement des collaborateurs en interne. Je pense qu'il y a une prise de conscience des entreprises, notamment sur la tension qu'il y a sur le recrutement, de l'importance de choyer, de bien traiter ses collaborateurs, et que c'est pas juste une masse salariale, que c'est des humains, que c'est des individus qui ont des vies personnelles, des expériences personnelles, et qui a un besoin de s'adapter, ou en tout cas de les nourrir aussi, et pas juste d'être dans un rapport à vous de nous apporter vos compétences contre échange de salaire, quoi. Donc la relation a évolué sur ça. Donc effectivement. Et alors du coup, est-ce qu'on va se retrouver avec des love coach en entreprise, Charline, tu crois Pas encore. Enfin, en tout cas, c'est un peu tôt, mais je voulais rebondir sur ce qu'a dit Alexandre sur le parallèle entre bonheur et amour, et sur un livre qui m'a marqué, qui est L'entreprise altruiste d'Isaac Getz, et dans lequel, vraiment dans la démarche d'altruisme qu'on trouve pour une entreprise aujourd'hui, pour qu'elle se développe, il y a quand même cette idée d'amour, en fait, qu'on donne à la fois à ses collaborateurs, à ses clients, ses fournisseurs, tout l'écosystème, en fait, de l'entreprise. Et effectivement, voilà, pour une vision un peu durable, en fait, des institutions, il faut sans doute être capable de semer du bonheur chez soi et dans la relation aux autres, de manière générale. Ensuite, moi, au sein même de l'entreprise, voilà, je voulais juste faire un petit distinguo par rapport à ce qu'on voit dans les accompagnements, par exemple thérapeutiques, où on parle souvent de consentement libre, éclairé, éthique au sein des relations, et c'est possible parce que quelque part, on considère les personnes comme dotées d'un libre arbitre à chaque instant, de pouvoir faire des choix de manière très libre. Est-ce que c'est possible dans une relation de travail? Est-ce que c'est possible avec un lien de subordination? Est-ce qu'on peut parler de consentement libre et éclairé quand quelque part on est dépendant, voilà, on a un contrat, il y a une espèce d'épée de Damoclès, est-ce que je peux dire non, est-ce que je risque pas d'être viré, voilà, donc il y a vraiment, voilà, c'était peut-être ma seule retenue à me dire, voilà, c'était peut-être la limite de l'exercice. Si je peux me permettre juste de rebondir sur ce que tu viens de dire pour le coup, Charline, parce que je trouve ça hyper intéressant. Pour le coup, ça me fait penser à un concept de psychological safety
pour le coup, qui a été mis en lumière par Google. Google a fait une étude pour essayer de comprendre pourquoi certaines équipes étaient plus performantes que d'autres, avec une liste de critères, en se demandant justement qu'est-ce qui faisait l'efficacité. Est-ce que c'est la diversité dans les équipes? Est-ce que c'est les rituels qu'ils avaient en place? Est-ce que c'est la communication? Et ce qui en est ressorti, c'est ce concept psychological safety, c'est on va dire la capacité qu'a trouvé le manager à permettre à ses équipes de se sentir totalement libres, de dire non, de prendre des risques. Du coup, ça rejoint un peu cette idée de management par la bienveillance, quoi, d'avoir cet espace où on laisse la place aux collaborateurs pour s'exprimer, même s'il y a un rapport hiérarchique et même si évidemment il y a des limites, évidemment, mais en tout cas, on encourage justement à sortir de ce rapport non plus que de force. Donc là, on se retrouve dans un cas où on peut de nouveau exprimer à la fois ses besoins et ses limites sans filtre, entre guillemets. Et effectivement, c'est pour moi les bases d'une relation affective saine. Je vois Alexandre qui réagit aussi sur le chat. En même temps, tu veux dire un mot Oui, le intéressant, les liens entre contrat de travail et contrat d'amour, contrat de mariage. Je suis marié avec ma femme et on peut pas divorcer si l'autre est pas d'accord. C'est intéressant. Alors que dans une entreprise, malheureusement, les séparations devraient être concertées, mais il arrive que ce soit pas le cas. Alors, avant de parler du coup de la rupture, je vous propose qu'on démarre par peut-être les débuts, finalement, les débuts d'un contrat de travail, le début amoureux également, tout le parallèle qu'on peut faire entre les deux. Je sais qu'on a eu notamment dans les personnes qui se sont inscrites à l'événement, beaucoup de gens qui nous ont fait des retours comme quoi leur difficulté du moment était le recrutement. C'est un gros sujet actuellement. Qu'est-ce qui fait comment on fait pour finalement s'assurer qu'on rencontre la bonne personne, que ce soit au travail ou en amour? Je sais pas, peut-être Charlotte, si tu as une idée là-dessus. Oui, tout à fait. Effectivement, la relation, elle commence même avant l'arrivée des personnes sur leur lieu de travail. Hein. C'est effectivement quelque chose qu'on travaille nous sur la durée. On passe du parcours candidat finalement au parcours collaborateur et c'est des choses qui doivent être réfléchies pour qu'il y ait une réussite à ce niveau-là. Donc nous, ce qu'on recommande et d'ailleurs généralement tout n'est pas bien. Il y a encore souvent beaucoup de travail à faire. C'est de bien onboarder les nouveaux salariés, de prendre ça au sérieux, de pas se dire c'est juste une fiche d'information à transmettre. C'est vraiment une période cruciale en fait dans la création d'une relation de confiance avec le collaborateur. Il faut pas le faire juste d'un point de vue administratif. Il y a beaucoup plus de choses à transmettre à ce moment-là. Donc pour moi, la première étape effectivement dans cette relation qui se met en place, c'est de l'avoir pensé et processisé. Donc c'est pas un moment forcément où on va avoir le coup de foudre, mais c'est un moment où on va se rassurer sur le choix qu'on a fait en tant que d'avoir rejoint telle ou telle entreprise, qu'on va pouvoir vérifier aussi la véracité de ce qu'on nous a vendu, parce qu'il y a beaucoup de beaux discours qui se vérifient pas derrière. Donc il y a un enjeu de matching sur cette période. Donc, elle est cruciale parce qu'on va confirmer que oui ou non, l'entreprise nous convient, que oui, la promesse a été tenue sur ce qu'on nous a vendu ou promis et qu'on prend soin de nous, qu'on va nous intégrer, qu'on va nous accompagner sur la phase 2 de la relation. Alors, quelles sont justement les bonnes questions qu'il faut se poser? Je sais pas, peut-être Charline ou Alexandre, tu veux répondre? Moi, Charline, je suis chaud bouillant. Déjà, je pense, est-ce qu'il faut faire l'amour le premier soir? Et par cette question, je veux dire par là, est-ce qu'on doit se connaître avant de commencer à travailler ensemble? Et Decathlon favorise des rencontres où il y a d'abord une phase de connaissance collective entre des candidats et l'employeur pour découvrir la personnalité, le savoir-être de l'autre avant de démarrer. Premier parallèle. Deuxième parallèle, les valeurs. Moi, Noémie, ma femme, on a la chance d'être très amoureux. Ça fait pas longtemps, hein, ça fait 6-7 ans. Et très vite, en se rencontrant, on a passé un questionnaire du New Yorker
qui en 40 questions permet de se découvrir en intimité. On a fait ça par jeu au coin du feu. Et en fait, ce faisant, on a découvert qu'on avait une vision commune du monde. Et ça me rappelle l'entreprise Imatech qui, elle, recrute en premier sur les valeurs. Parce que c'est ça ce qui fait qu'on peut faire un bout de chemin ensemble. Et troisième idée, donc se connaître, les valeurs. Et ben juste, moi, Noémie, je pense on est ensemble et toujours heureux parce que on a juste envie de faire des choix ensemble. Et envie de faire des choix ensemble, parallèle dans le monde de l'entreprise, c'est est-ce que l'entreprise donne la place à continuer à transformer son travail vers de l'appétence pour les activités. Et là, je prends l'exemple de Gore, où eh bien, on a une possibilité de choisir ses tâches, une liberté beaucoup plus grande dans l'attribution des siennes et des autres de ces activités, cultiver l'envie de continuer à se voir, y compris au travail. Super intéressant. Alors, du coup, est-ce que ça serait les valeurs au début qui compteraient et puis après, justement, un peu comme dans un couple, est-ce qu'on arrive à faire des choses ensemble sur la durée? Je sais pas. Charline, t'en penses quoi? Alors ça dépend ce qu'on cherche comme relation. Alors moi, ce que je faisais comme parallèle entre les rencontres amoureuses et les rencontres entre collaborateurs, collaboratrices, entreprises, c'est un peu déjà, enfin, on va appeler un chat un chat. Aujourd'hui, il y a beaucoup de rencontres amoureuses qui se développent sur les applis de rencontres, voyez. Et sur les applis de rencontres, je pensais notamment à Fruits qui a cette espèce de voilà de pictogramme en fait où on met genre une cerise si on cherche je sais plus si c'est une relation très ludique, si on met une pêche c'est vraiment un plan cul ou un autre fruit encore pour autre chose. On peut annoncer la couleur en fait quand on commence à discuter avec potentiellement des nouveaux partenaires, nouvelles partenaires. Et ben voilà sur la période en fait comme le parcours candidat en fait, je trouve ça assez intéressant de regarder quel est le parallèle qu'on peut faire et aussi toute cette parade amoureuse qu'on peut avoir pendant les entretiens avec potentiellement du belly dancing de la part à la fois du candidat, candidate et de l'entreprise à potentiellement vendre monts et merveilles de part et d'autre, l'entreprise qui vendra des super promotions, des augmentations de périmètre, de pouvoir, etc. Alors voilà, sachant que potentiellement derrière il y a rien. Pareil, un candidat, une candidate qui va vendre beaucoup de savoir-faire, des carnets d'adresses, etc. Et en fait, il faut faire, il y a quand même une espèce de parade amoureuse qui a lieu. Et en fait, comment on fait pour démarrer bien? C'est sans doute d'être le plus éthique possible, c'est-à-dire potentiellement dire non, moi là, je cherche surtout un rebound job, un truc, je suis pas sûre de pouvoir rester dedans parce qu'en fait, il y a ma chérie qui a été mutée à tel endroit, donc je vais sans doute pas faire des vieux os ici, mais voilà, je cherche quelque chose pendant un temps, limité. Pareil pour l'entreprise, si vous n'avez pas beaucoup de moyens, dites-le en fait. Potentiellement, il y a aussi des gens qui ont envie de transformer l'existant et peut-être qui vont prendre ça comme un défi. Donc peut-être essayer de jouer le jeu de cette parade amoureuse en essayant peut-être de mettre un peu d'éthique possible. Pareil pour exclusivité, non-exclusivité qu'on voit dans les relations amoureuses, se dire c'est clairement moi je suis pas forcément là pour rester toute ma vie ou faire un long chemin, mais pour évoluer assez rapidement vers autre chose. Juste un petit peu d'éthique en général, ça aide à faire des débuts plus sereins et potentiellement un chemin plus durable ensemble. Voilà. Alors justement, comment on joue entre séduction, parade amoureuse et transparence des débuts comment vous faites chez Swile? Alors oui, avant de vous raconter ce qu'on fait chez Swile, j'ai envie de rebondir un peu sur ce que vous venez de dire et de le résumer sur le fait qu'en fait le désengagement, ça se crée avec un manque d'alignement entre des attentes et la réalité. Et donc plus on est transparent au début, comme tu disais juste avant Charline, plus en fait on part sur des scènes qui vont pouvoir ensuite évoluer. Et ces basses scènes, je pense qu'en fait, la première chose à faire, et nous, ce qu'on a fait chez Swile, c'était de faire de l'introspection. Qu'est-ce que c'est que ces valeurs? C'est quoi les valeurs chez Swile? C'est quoi, en fait, qu'on veut retrouver chez chacun de nos salariés? Et comment est-ce qu'on fait en sorte, de détecter ces valeurs chez les personnes qu'on va rencontrer dans le cadre d'entretiens d'embauche, pour s'assurer que quand ils vont rejoindre nos rangs, ils deviennent eux aussi des ambassadeurs. Donc, je pense vraiment phase d'introspection essentielle.
Deuxième étape, c'est le processus de recrutement. C'est Charlotte qui disait ça en premier lieu sur voilà, effectivement, l'onboarding, en fait, il commence pas le jour où le salarié arrive dans la boîte, il commence bien avant. D'ailleurs, même avant le processus d'entretien, il y a tout ce qui touche à la marque employeur. Mais disons, commençons par le processus d'entretien. Avoir voilà des étapes clés qui sont les mêmes ou à peu près les mêmes, quel que soit le métier, qui incluent au moins un entretien, ce que nous on appelle culture fit, donc avec 2 personnes de la boîte qui ne travailleront probablement jamais avec la future recrue, qui sont dans un département du coup qui est différent de ce que le prochain Swiler va connaître, mais qui permet justement d'avoir une discussion très ouverte, très naturelle sur comment ça se passe chez Swile. La personne n'est pas en train d'essayer de convaincre le candidat de rejoindre les rangs, c'est plutôt voilà un échange pour s'assurer qu'en fait oui on pourrait se projeter ensemble et oui qu'importe l'équipe on retrouve en fait les valeurs de ce qu'on recherche chez le candidat. Et la troisième grande étape chez Swile, c'est l'onboarding. Ça fait maintenant quelques années, voire voilà quelques mois, voire quelques années, qu'on a vraiment essayé de faire de l'onboarding quelque chose, on va dire qui permette de partir du bon pied. Donc on a une session d'onboarding par mois que tous les Swilers vont faire au même moment. On les emmène tous idéalement dans un bureau, donc notre siège est à Montpellier, donc on envoie vraiment tous les nouveaux arrivés à Montpellier et ils vont passer une semaine ensemble avec voilà des intervenants de différentes équipes pour comprendre l'intégralité de ce qu'on fait pour en fait avoir la vision et la mission globale avant voilà de se concentrer sur leur futur métier. Et je pense que cette phase elle est capitale parce que ça permet d'avoir une vision d'ensemble, de tout de suite se rendre compte que ce qui avait été vécu pendant les entretiens en fait ça prend forme et c'est une réalité dès lors qu'on met le premier pied dans l'entreprise, et ça permet ensuite voilà d'avoir une base saine sur laquelle s'appuyer dans les onboarding plus personnalisés en fonction des métiers. C'est très intéressant, on voit que c'est aussi très structuré finalement la façon dont c'est organisé. Ouais. Tout à fait. Alors, par la suite, on sait que ça ne fonctionne pas toujours bien et on peut avoir des moments de crise dans ces relations, que ce soit de couple ou de travail. Comment on fait pour, voilà, à quoi ça correspond? Est-ce que comment on gère ces périodes-là? Voilà, quel réflexe il faut avoir quand ça se passe mal? Peut-être Charlotte là-dessus. Oui, effectivement, je pense qu'on vit une période très intéressante par rapport à cette notion de ça se passe mal au travail. On a vu beaucoup de comptes prendre la parole sur justement la toxicité sur le lieu de travail. Hein. On pense à Balance ton agency, Balance ta startup, et il y en a beaucoup d'autres dans d'autres milieux comme la cuisine, etc. Ce que ça met en lumière, c'est qu'il y a des difficultés sur le lieu de travail, il y a des lieux de travail qui sont toxiques, il y a des managements qui sont toxiques, et que c'est plus possible justement par rapport à ce qu'on se racontait avant. Ça suit pas du tout la direction qui est en train de prendre le développement du travail, les attentes des collaborateurs, etc. Donc ça, c'est de plus en plus facile à identifier parce qu'il y a eu de la dénonciation. Donc je pense que les personnes, les collaborateurs qui sont dans des relations toxiques, ils peuvent identifier maintenant que c'en est une. Par contre, beaucoup plus difficile de s'en défaire, comme dans une relation amoureuse. Si on n'a pas un management bienveillant qui est mis en place, c'est très difficile d'en sortir. Il y a des situations aussi qui sont plus précaires que d'autres. Donc, démissionner, c'est pas facile ni évident pour tout le monde. Donc, ça reste une solution, mais c'est pas toujours facile à mettre en place. C'est ça que je veux dire. Et c'est vrai aussi dans des relations violentes ou toxiques dans les relations amoureuses. Donc, les solutions, je pense qu'aujourd'hui, ça passe malheureusement beaucoup par eux, mais il faut que les DRH soient formés pour pouvoir former les managers, et je trouvais ça super intéressant, la notion de psychological safety, mais en tout cas de s'intéresser au lieu de travail et à mettre en place un cadre où on se sent en sécurité en fait.
Alors effectivement, quand cette lune de miel se termine, Alexandre, toi, qu'est-ce que tu conseilles aux entreprises qui se retrouvent avec des salariés qui ne sont plus à leur place? Moi, ce que je recommande, j'ai du mal à pas répondre solution juste sur l'étape avant, parce que je pense que lorsque on voit se déliter les relations, et l'un des plus grands spécialistes scientifiques de l'amour, il s'appelle Goldman, et il a identifié ce qu'il appelle les 4 cavaliers de l'Apocalypse, qui sont les signes de savoir-être qui font que le couple va échouer. Et on peut détecter très vite le couple va échouer. Et c'est notamment des choses comme une communication négative, le fait de ne pas encourager l'autre dans ses projets. Et on voit bien le parallèle avec l'entreprise. Donc, détecter au plus vite dans des relations des signes de ces 4 cavaliers de l'Apocalypse. Je crois aussi au fait de s'interroger si on doit mettre fin à la relation parce que ça va bien ou parce que ça va mal. Moi, j'ai comme philosophie de toujours me séparer d'une relation, j'espère pas avec ma femme, mais par le passé, ou d'un employeur, quand ça va bien et non pas quand ça va mal. Si ça va mal, on peut peut-être résoudre la crise, la surmonter, mais si on n'est pas heureux quand ça va bien, alors faut clairement partir. Donc, je crois à ça, et je crois également au fait que malgré tout, du coup, s'il y a une crise, s'interroger si c'est pas un moment faible de l'autre. C'est vrai pour l'amour et pour le travail. Et on parle de plus en plus d'entreprises qui accompagnent les moments faibles des gens. Et Dieu sait s'il y en a avec la pandémie, la vague psychologique. Et nous, en ce moment, on a une collègue qui est pas bien. Et moi, j'ai arrêté le compteur des vacances en lui disant, écoute, prends du temps pour te reposer. C'est ni un arrêt de travail, ni des vacances sur tes congés payés, parce qu'il faut que tu te retapes un petit peu. Et je terminerai en disant que je crois aussi au fait que parfois, c'est simplement une incapacité temporaire à communiquer. Et j'aime bien l'idée de la médiation. Il y a beaucoup d'entreprises qui mettent en place de la médiation, médiation par les pairs, médiation par des coachs externes. Tout ça pour permettre à une tierce personne, comme une thérapie conjugale, eh bien de reprendre lien, reprendre langue, recommencer à communiquer et éviter l'irréparable. Je te rejoins également effectivement sur l'importance d'avoir des médiateurs, des médiatrices qui interviennent dans ces cas-là. C'est vrai que nous, on anime aussi souvent des formations à tout ce qui est communication non violente, mais en amont de ça, il y a vraiment des fois des situations qui sont compliquées entre des fois des personnalités qui fonctionnent mal ensemble et les médiateurs peuvent vraiment aider dans ces cas-là. Est-ce que Charline ou Charlène, vous vouliez réagir sur cette question, sur ce sujet de la crise? Il y aurait mille choses à dire, mais moi, effectivement, j'ai envie de parler solutions plus que des problèmes qui ont déjà très bien été évoqués. Si tu veux. Je sais pas si Charline, toi, tu voulais réagir. Je trouve ça, tout ce qui a été dit précédemment par Alexandre, Benjamin, c'est hyper intéressant. Par exemple, en amour, notamment en polyamour, quand il y a des crises, c'est-à-dire en fait, on considère que les crises font partie de la relation. Ensuite, attention, hein, crise n'est pas égale à violence. Faut faire la part des choses, hein, mais on va dire voilà. Et ça doit être, je pense, Hardy qui a écrit La salope éthique, qui disait It's a fucking opportunity to learn. Donc voilà, arriver aussi à prendre parfois des moments un peu de tension comme des moments qui peuvent être hyper intéressants sur sa capacité à se réapprendre. Il y a pas mal de personnes qui viennent me voir, notamment en thérapie conjugale, dans ces moments de crise. Et c'est des moments que moi je trouve hyper puissants où effectivement on repose déjà des bases de communication non violente, de PNL. En fait, on réapprend aux gens à communiquer, on repose des bases saines. Ça encore une fois sous réserve qu'il n'y ait pas eu de violence, encore une fois. Et parfois il y a des personnes qui viennent me voir pour apprendre à se séparer, pour se séparer bien. En fait, on peut également faire une thérapie pour que la séparation se passe au mieux. Alors maintenant, pour faire le parallèle avec ce qui se passe en entreprise, j'imagine qu'il y a un peu les deux types, c'est-à-dire est-ce qu'on est sur une crise dans laquelle il y a eu de la violence, ou une personne en tout cas a perçu de la violence, et dans ces cas-là, c'est à mon avis, c'est compliqué. Ou est-ce qu'on est dans une crise dans laquelle en fait il y a juste ce besoin de psychological safety dont tu parlais plus tôt, Charlène, dire en fait moi j'ai vraiment besoin de me sentir dans un espace safe pour pouvoir exprimer mes besoins et mes limites. En fait, sinon je me sens pas respectée, sinon je ne peux pas être heureuse, sinon je peux pas m'engager. Et voilà, je pense que effectivement, faut faire la part entre ces deux types de crises. Effectivement, et c'est vrai que des fois, il y a un point de non-retour qui peut être touché, et dans ces cas-là, il faut peut-être mieux
envisager de se séparer. Je vous propose de faire un petit sondage justement sur les attentes des uns des autres, que ce soit en relation amoureuse ou au travail. Voilà, donc n'hésitez pas à répondre. Soit au travail comme en amour, est-ce que vous êtes plutôt du genre fidèle, du genre slasher, slasheuse, ou vous avez l'impression d'être très différent dans l'un, de comporter de manière très différente dans l'un et dans l'autre? On attend vos retours. Et je vous propose qu'on passe, en attendant un petit peu à la suite du programme, j'aimerais bien savoir quels sont les ingrédients justement pour qu'est-ce qui fait qu'une relation fonctionne, s'installe sur la durée. Qu'est-ce que vous avez comme conseil à donner aux gens qui nous suivent? Charlotte, au hasard, je sais pas. Oui, tout à fait. Alors sur les conseils sur la durée, clairement, moi je trouve qu'il y a plusieurs piliers. Ça dépend un peu d'une personne à l'autre, mais être transparent, être dans une notion de respect. Je trouve que c'est très important de se respecter mutuellement. C'est un peu la base et le ciment de beaucoup de choses. Et la reconnaissance, je trouve que c'est aussi quelque chose qui est important. De donner la parole un peu à tout le monde, de sentir qu'on est entendu. C'est quelque chose qui peut faire vraiment la différence sur le long terme, parce que je pense que ça rentre encore une fois dans cette notion de psychological safety, mais on sait que la période de crise ou non, ou même de période faste, on peut le communiquer, on va être entendu, et ça c'est quelque chose qui compte. Donc voilà, ça je pense que c'est déjà quelque chose qui est super important. Et en termes de communication d'entreprise, qu'est-ce que ça implique? En interne, tu veux dire? En interne, ouais. Oui, en interne, ça veut dire déjà être aussi transparent. Ça veut dire qu'il faut pas, ça je l'avais déjà dit, ça commence dès le recrutement. Ne pas mentir sur la marchandise, c'est quand même super important. Nous, quand on va auditer les entreprises, on parle toujours de prescrit et de vécu en fait. Donc on vient s'intéresser à ce qui est prescrit par le COMEX ou les équipes managériales et ce qui est vraiment vécu par les collaborateurs. Et très souvent, grande surprise, il y a quand même un gros décalage. On s'imagine qu'on manage d'une certaine manière, c'est pas du tout vécu de la même manière auprès des collaborateurs. Donc ça, le décalage, la mission, je crois que c'est de faire en sorte qu'il soit le moins important en fait. Il y en aura toujours un et ça c'est ok, c'est normal. C'est comme dans la vie, c'est comme dans une relation amoureuse, il y a toujours deux visions d'une relation. Mais en revanche, il faut que quand même on se mente pas trop à soi-même et pas trop aux collaborateurs. Donc pour moi, la transparence passe par l'écoute, passe par de la reconnaissance et passe par des moments de pas oublier que là, nous, on intervient sur un audit, mais l'écoute, elle se fait tout le temps. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a des outils qui sont mis en place comme des baromètres, des enquêtes annuelles, etc. Il faut savoir, en fait, il faut prendre la température suffisamment régulièrement pour pas se réveiller un matin et se dire, en fait, les gens sont pas heureux et ça va pas, quoi. Voilà, donc ça, c'est un peu mon conseil pour que ça marche sur la durée. Alors justement, il y en a pas mal qui souhaitent tenir sur la durée, parce que au sondage qu'on a posé, 40% d'entre vous disent qu'ils se sentent plutôt fidèles au travail comme en amour, seulement 15% plutôt d'esprit slasher, et 40% qui ont l'impression de fonctionner de manière très différente. Voilà. Intéressant. Charles, oui, une réaction? Non, hyper intéressant ces petites stats. Mais sinon, sinon effectivement, je suis complètement alignée avec ce que disait Charlotte. Pour moi, en fait, le premier sujet même, je dirais que c'est l'écoute. En se disant qu'en fait, tant qu'il n'y a pas d'écoute, de facto, on risque le désalignement parce que il y a mauvaise interprétation potentielle et donc il y a mauvaise action mise en place pour corriger ce qui a peut-être pas lieu d'être corrigé. Et donc pour moi, en fait, la première, et je sais que ça fait très peur aux entreprises, mais la première étape, c'est vraiment effectivement essayer de se donner les moyens de pouvoir écouter ses salariés le plus régulièrement possible. Parce que les baromètres annuels, c'est génial, c'est déjà bien mieux que rien, mais en même temps, malheureusement, on vit 12 mois, on vit pas qu'un moment en fait dans l'année, et souvent ils sont teintés des juste les dernières semaines et pas de l'ensemble de l'année. Et on n'attend d'ailleurs pas forcément ce moment pour partir ou pour voilà quitter de façon plus hâtive l'entreprise. Donc pour moi c'est l'écoute, et
Et attention, parce que l'écoute, pour moi, ça ne veut pas forcément dire écouter, ça veut dire donner le droit et le pouvoir aux salariés de tout définir dans la boîte. En revanche, ça permet en fait de comprendre quelles vont être les, on va dire, solutions, les processus, les décisions, la communication qui a été mal interprétée, mal comprise. Et ça va permettre ensuite d'avoir les billes pour pouvoir justement savoir sur quoi est-ce que l'entreprise peut s'améliorer, savoir s'il y a des sujets sur lesquels justement les managers doivent être formés, les salariés doivent être formés, n'importe qui doit être formé pour améliorer l'expérience sur un sujet. Ça permet aussi à la boîte, encore une fois dans une logique de transparence, de pouvoir en fait donner de la visibilité. Parfois on peut pas régler un problème tout de suite, mais communiquer et donner de la transparence en disant voilà, on a identifié ce point, on est en train de travailler sur une solution voilà, on a telles étapes et telles étapes et telles étapes clés après lesquelles on va pouvoir on va dire faire une communication plus grande. Ça permet en fait voilà de rassurer en fait le collaborateur comme dans une relation où en fait quand on communique et quand on se sent écouté, on est capable en fait de co-construire et de se responsabiliser sur la suite de l'évolution de la relation. Et pour moi, c'est exactement la même chose pour le coup au travail. Je vois Alexandre lever la main, je te laisse la parole. Ouais, moi sur l'écoute, moi je vois un terme, une expression un peu buzz qui serait chérie, faut qu'on parle. Et le moment où on dit ça, c'est trop tard. Et donc les processus par lesquels managériaux, il y a des espaces de dialogue, ça me paraît fondamental. Des temps hebdomadaires, mensuels. Qu'est-ce qu'on fait pour encore mieux travailler ensemble? Je crois au fait, l'amour, c'est du soutien. Et je crois beaucoup au paradigme du servant leadership. Est-ce que on peut créer une culture managériale où le manager n'est pas prescripteur, mais en soutien d'eux? Ma troisième conviction, c'est que dans La Princesse de Clèves, l'héroïne dit que la rivière du respect qu'on a au lac de l'admiration qui aboutit à l'océan de l'amour, et la reconnaissance, c'est effectivement le parallèle de l'admiration. Et pour ça, on peut former ses collaborateurs à la reconnaissance. Il y a des techniques qui existent, c'est un muscle qui se développe. Et j'ai envie de terminer par ce qui compte le plus pour moi, c'est la joie. L'amour, pour Spinoza, c'est la joie qui accompagne l'idée de sa cause. Il n'y a pas d'amour sans joie. Et au travail, faire la place belle à la convivialité, aux émotions, et faire en sorte que de cultiver le plaisir d'être ensemble. Et c'est pas une incantation quand je dis ça, mais comprendre que le travail est un lieu d'émotion, y compris d'émotions positives, le poser, le cultiver de manière presque obsessionnelle, c'est ça qui fait qu'on pourra parler d'amour au travail, de mon point de vue. Ça fait une super recette tout ça entre transparence, écoute. Et, Alexandre, j'espère que celles et ceux qui nous écoutent, voilà, pourront mettre un petit peu de tout ça par la suite dans leur travail. Charline, peut-être on pourrait parler un petit peu de ce qui est Ah oui, je vais juste faire rebondir du coup sur ce que vient de dire Alexandre et notamment Spinoza. Voilà, moi j'ai une devise de lui que j'adore, qui est bien faire et se tenir en joie, effectivement. Et pour moi, c'est vraiment aussi quelque chose qui doit être central au travail et aussi retrouver la notion de plaisir. Et je pense qu'effectivement, faut particulièrement faire attention à la jeune génération qui arrive. Alors moi, je vais vous délivrer du coup plutôt un ressenti personnel, du coup pas pro, pour répondre à ta question, Benjamin. Moi, je suis arrivée sur le marché du travail dans le début des années 2000 et on était vraiment, enfin en tout cas moi je l'ai perçu comme ça, notamment quand on a fait des parcours dits d'excellence, grandes écoles, enfin prépa grandes écoles, avec une forme de violence en fait quand on arrivait, on se faisait violence en stage, on était malmenés, on arrivait dans des postes où réellement on comptait pas nos heures. Il
il y avait une forme de toxicité dont on n'avait absolument pas du tout conscience. Je remercie Charlotte d'ailleurs d'avoir souligné le fait que, en fait, pendant très longtemps, on a vécu ça, mais on n'avait pas des mots pour le dire. Et puis, on trouvait ça aussi quelque part très normal, en fait, de vivre ça. D'avoir des très longues heures, des managements par la violence, en fait, par la terreur. Et si t'étais pas content, bah tu devais démissionner. Enfin, c'était vraiment un échec cuisant et voilà, et personne n'osait le faire. Donc, et quand bah moi j'ai commencé à recruter, du coup on va se placer dans la deuxième moitié des années 2010 et d'avoir des équipes à manager. Je revois sur le plateau les équipes, plusieurs conversations plus ou moins identiques où on sort de réunion, il y avait plein de choses à faire pour plein de clients et je commence à dispatcher le travail. Et il y a un jeune qui vient me voir et qui me fait, du coup je lui avais envoyé un mail avec tout ce qu'il avait à faire sur chaque client et il fait écoute Charline, ok, j'ai compris, c'est tout hyper important, mais par contre, bah là, il est déjà 17h30. Moi, je pars à 18h, 18h30. Est-ce que tu peux me dire le truc prioritaire à faire ce soir? Puis le reste, je m'y attaque demain matin très tôt. Et puis moi, on était plusieurs seniors, en fait, à l'écouter. Et moi, je me suis pris ça dans la gueule et je me suis dit, mais comment, en mode, comment il ose. Et puis quelques mois après, c'était comment elle ose. En fait, j'en ai eu plusieurs, des jeunes comme ça que j'ai recrutés. Et ensuite, cette espèce de pensée, mais qu'est-ce qu'il ou qu'est-ce qu'elle a raison. En fait, c'est tellement, c'est du bon sens. Effectivement, après 18h30, t'es là depuis 8h30, t'as plus rien à faire dans l'entreprise. Parents, pas parents. Enfin, je veux dire, t'as une vie, t'es jeune, t'as 25 ans, éclate-toi. Et je me souviens du regard des autres seniors qui sont venus vers moi en me disant, et toi, t'as rien dit, quoi, t'as laissé faire. Je fais, bah oui, j'ai laissé faire, en fait. Parce qu'en fait, cette génération, elle a raison. En fait, nous, on a vécu de la violence, un peu comme les enfants battus qui peuvent reproduire de la violence. C'est pas parce qu'on a été éduqué dans la violence qu'on doit la reproduire aujourd'hui. Et je trouve que, du coup, cette notion de, je suis, merci, parce que du coup, je pense que si ces personnes m'ont exprimé des choses, c'est que elles se sentaient dans un espace safe pour le faire. Donc ça, c'est la première chose très cool. Deuxième chose très cool, c'est du coup de conserver à la fois d'être à l'écoute, de pouvoir continuer à ce que cette relation soit un plaisir pour tout le monde. Et du coup, je pense qu'il y a quand même cette notion à la fois de plaisir et d'équilibre aussi, vie privée, vie perso, qu'on n'avait pas avant. Moi je trouve que c'est important en tout cas d'être particulièrement à l'écoute de cette jeune génération qui a raison. Mais Charline, une phrase seulement, c'est totalement vrai. Et en même temps, on peut être passionné. Et dans l'amour, l'amour peut occuper toute la place. Et dans le travail peut aussi temporairement occuper toute la place parce que tout d'un coup, on a une passion. Et donc, je suis d'accord avec toi. Et en même temps, je crois qu'il n'est pas impossible d'avoir des moments qui bouleversent tout, y compris au travail par sens absolu temporaire. Je vois que ça réagit en même temps dans le chat. N'hésitez pas si vous avez des questions à poser aux invités qui sont là. On a encore une dizaine de minutes ensemble, donc voilà. Je vous laisse commenter si vous voulez, mais si vous avez des questions en plus, n'hésitez pas. Charlène, de ton côté, chez Swile, justement, vous êtes plutôt une équipe jeune. Qu'est-ce que tu vois comme différence dans les attentes? En fait, ça rejoint tout ce que je dis. Je pense que tout ce que je disais tout à l'heure et tout ce que tout le monde est en train de répéter, je pense que, en fait, encore une fois, il y a une mission qui anime vraiment toutes les personnes qui rejoignent la boîte. Il y a le fait que, on va dire, évidemment, il y a une barrière entre vie pro, vie perso, mais elle est moindre que dans des boîtes plus classiques. On reste une scale-up qui grandit très vite et où, en fait, on est très proche de nos collègues. On parlait tout à l'heure, je crois que c'est Charlotte qui partageait cette statistique des amis au travail. Nous, dans les bureaux, on prend très régulièrement des verres, on s'organise des cagnottes pour tous les anniversaires. Ça commence à être de moins en moins scalable pour le coup, mais on a encore cette proximité et cette chose qu'on retrouve chez tous les autres Swilers, de se dire waouh, en fait, je suis très, je me reconnais en cette personne. On est très différentes. Par plein d'aspects, mais voilà, on a ce côté hyper aligné sur les valeurs et voilà. Et puis la dernière chose pour on va dire garantir ça, c'est qu'on a une équipe RH qui s'appelle People Experience, qui a été dédiée justement à l'expérience collaborateur et qui est là pour prendre soin justement de toutes les équipes. Et ils ont même
une personne dédiée par pôle pour s'assurer que les besoins des ingénieurs sont bien respectés, les besoins des équipes sales sont bien respectés, en tout cas qui s'adaptent parce que toutes les équipes ne fonctionnent pas exactement de la même façon. Et ça, je trouve que c'est un modèle d'entreprise en fait, parce que ça permet justement de veiller à ce bon équilibre pour tous les salariés dans la boîte, quelles que soient leurs aspirations, leur passion du moment, voilà, pour qu'on continue de grandir ensemble. Donc un meilleur équilibre vie pro vie perso, j'entends, et puis peut-être des relations moins normées, peut-être aussi une recherche de sens. Je sais pas, Alexandre, tu vois ça aussi? Oui, moi je pense que la question du polyamour et de l'engagement univoque, il est lié au fait d'avoir une trajectoire de vie commune dans son couple ou dans son entreprise. Et du coup, pour moi aujourd'hui, l'entreprise par analogie ne peut plus faire l'économie de s'interroger ce à quoi elle contribue. C'est pour ça qu'on parle d'entreprise à mission, qu'on parle de raison d'être, qu'on parle de Chief Mission Officer. Et aujourd'hui, ça se fait au niveau de l'entreprise au global, mais aussi au niveau des équipes, des managers. Interroger les 5 pourquoi je fais ce travail, quel est le pourquoi du pourquoi, le pourquoi du pourquoi du pourquoi, et ainsi de suite. Est-ce que je trouve un sens supérieur dans mon action avec mon équipe? Est-ce que je peux utiliser des mots comme justement amour, comme planète, comme santé, comme rendre le monde meilleur? Je crois que c'est important. Donc, il y a la question de la trajectoire commune et du sens. Je pense aussi que inversement, moi, j'ai vu un psy après avoir une maladie où j'avais besoin d'un accompagnement. Et le psy m'a dit, on a fini par parler de ma relation et moi de ma maladie physique. Et le psy m'a dit, mais tu sais, aucune relation ne peut nourrir la totalité de ton être. Et je pense que le travail, c'est pareil, et qu'un travail ne peut pas forcément le faire. Et donc, l'entreprise doit s'interroger sur sa capacité à laisser des espaces de créativité et de liberté à l'intérieur même du travail pour éviter que le slashing se fasse à l'extérieur de l'entreprise. Et pour terminer, si on n'arrive pas à avoir un cap commun et à se nourrir vraiment dans son intégralité en tant qu'être au travail ou dans sa relation, eh ben, il faut changer de partenaire. Faut changer de couple, faut partir, faut changer de nana, faut changer d'entreprise parce qu'on se fait du bien ni à soi, ni à l'organisation, ni à l'autre. Et c'est vrai que des fois, c'est pas évident de savoir si quand on se sent pas bien, si c'est en fait lié au travail, si c'est lié à son couple, ça peut être des fois un peu perturbant, je trouve, pour la personne. On a une question J'ai une chose que je voulais dire que mon propos est un peu angélique et tu as eu l'attention tout à l'heure de dire Charlène, que tout le monde n'est pas en capacité de quitter son entreprise. Donc, on est bien conscient de ça tous autour de la table. Et je veux bien rebondir sur la question d'Hortense parce que du coup, j'étais en train de répondre par écrit qui disait, donc voilà, question d'un manager, les jeunes que j'emploie voudraient que je leur fête leur anniversaire, mais moi, je ne suis pas leur copine et pas là pour les materner, que le conseiller. Et en fait, je voudrais prendre le problème un peu à l'envers. Souvent, on réduit la reconnaissance dans le monde professionnel à la reconnaissance des résultats ou des façons de travailler. Et on se dit, en fait, la reconnaissance, c'est quand voilà, on a fait un super projet ou qu'on a réussi à dégoter un super contrat. Et donc, à ce moment-là, il faut absolument le célébrer. Mais on oublie trop souvent, en fait, la reconnaissance de l'individu, qui est essentielle pour qu'un salarié se sente justement pas un pion dans la boîte, mais quelqu'un qui est apprécié et valorisé pour ce qu'il est. Et la reconnaissance de l'individu, pour moi, ça passe par plein de petites choses du quotidien. La question du ça va, comment s'est passé ton week-end, ça passe par souhaiter son anniversaire, ça passe par des petites attentions qui sont en fait rien et qui peuvent oui je vois Charline lever la main, mais qui font quand même qui font la différence. Et je vais juste terminer sur une chose qui est les langages en fait de la reconnaissance, ou plutôt les langages. Voilà, on est tous très différents dans notre façon de recevoir de la reconnaissance. Certains vont être sensibles aux mots, certains vont être sensibles à des services qui vont être rendus ou à des petites attentions physiques. Voilà, en fait, on distingue 5 grands langages de la reconnaissance. C'est tiré des 5 langages de l'amour. Et
si le collaborateur a exprimé ce besoin, voilà, d'être célébré pour son anniversaire, ça montre qu'en tout cas son manager ne lui parlait pas le même langage, ou qu'en tout cas pas le langage suffisant pour qu'il se sente épanoui dans son travail. Je laisse Charline compléter. Ouais, c'était ça. En fait, je voulais parler des 5 langages de Gary Chapman en disant effectivement, voilà, des personnes qui seront sensibles à des cadeaux. Ça peut être voilà des revalorisations, d'autres qui vont être particulièrement sensibles aux mots valorisants, aux encouragements, aux paroles sécurisantes. Voilà, effectivement. Ou au moment de qualité, genre, et si on allait déjeuner toi et moi, enfin, etc. Effectivement, on peut avoir l'impression, même en tant qu'employeur, de faire énormément d'efforts pour la relation collaborateur-collaboratrice, et en fait faire un bide parce qu'on n'a pas tapé au bon endroit. Je pense qu'effectivement, arriver à percevoir, à ressentir quels sont les langages de l'amour, et c'est très différent d'une personne à l'autre. C'est un super chouette. Le chiffre 5 est à l'honneur. Il y a aussi les 5 motifs de reconnaissance. Je vois d'Alexandre qui nous met ça sur le chat. Et puis, je vois qu'il y a du soutien aussi, voilà, qui s'affiche sur le chat entre les personnes. Donc, c'est chouette. Voilà, on arrive un petit peu au bout de la conférence. Il y aurait plein de choses encore à dire. Mais j'espère que, enfin, voilà, ça vous a en tous les cas intéressé. Je vous envoie un petit sondage pour voir si la conférence vous a plu. Et voilà, simplement vous dire que, en tous les cas, nous, on a pris beaucoup de plaisir à préparer cette conférence, à réfléchir à tout ça. On avait l'impression un petit peu de défricher des sujets, ou en tous les cas de rapprocher des thématiques ou des connaissances qui étaient assez éloignées à l'origine. On espère que ça vous a aussi intéressé. On continue notre aventure demain sur la question Lost in Management. Donc, pour les managers un petit peu perdus, comment on fait pour secouer sa culture d'entreprise? C'est une question qui a été pas mal aussi posée. Donc, je vous invite à nous suivre encore demain pendant la semaine. Je ne sais pas si nos invités voulaient dire un petit mot de la fin. Allez-y, je sais pas. Merci à tous, c'était passionnant. Enfin, moi, je pense que j'ai autant appris que tout le monde aujourd'hui, donc c'était très intéressant. Je repars avec plein de références magnifiques. C'était top. Merci, tout pareil. Merci à tout le monde. Ouais. Ça fait beaucoup de choses à lire. Donc voilà, on a mis les références dans le chat. Je vous laisse quelques secondes encore si vous avez besoin de noter des choses. Et puis je remercie mes invités qui ont bien voulu répondre à l'appel. C'était quand même une thématique pas simple, je trouve, à aborder. Donc c'était aventureux. Donc merci à tous ces aventuriers et aventurières qui étaient avec nous aujourd'hui. Merci à vous en tout cas pour toute l'organisation. Merci. À bientôt. À bientôt. Merci, à bientôt.